Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent par vidéo, parce qu'il y a de grandes chances que la vidéo commence par là. Je le dis, posez-vous, installez-vous dans vos ordinateurs tranquillement. Et à ceux qui sont déjà là depuis une demi-heure, heureux. Donc voilà, j'ai pris vos questions, essayé d'en faire un contenu structuré. On va commencer d'abord par les questions sur qu'est-ce que la méthode de l'entretien structuré, parce que je l'ai mentionné au début et du coup beaucoup de questions en fait étaient en lien avec la méthode de l'entretien structuré. Donc la méthode de l'entretien structuré, c'est une méthode qui est décrite dans un livre qui s'appelle, alors elle est décrite dans plein de livres, hein, mais le meilleur livre qui en parle, c'est le livre qui l'entrevue structurée. En fait, c'est un livre qui est un peu chiant à lire, parce que c'est écrit en langage académique, mais qui est extraordinaire, parce qu'il raconte vraiment d'où vient la méthode. Il faut savoir que ça se base sur une étude la première étude qui paraît sur le sujet, c'est une étude de 85 ans, et qui est publiée en 98, donc qui a été commencée avant la Première Guerre mondiale. Donc il n'y a rien de nouveau dans cette méthode. Par contre, c'est une méthode qui est beaucoup plus fiable qu'un entretien au feeling. Donc elle a 2 fois plus de fiabilité qu'un entretien au feeling. Si la fiabilité d'un entretien au feeling est de 14%, celle de l'entretien structuré est de 26%. Donc vous doublez votre efficacité de prédiction. Quand je dis fiabilité, je veux dire à quel point votre verdict en entretien va coller avec la performance derrière de la personne. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'en plus, en cumulant des entretiens structurés, vous pouvez arriver facilement à 60-70% de fiabilité. Qu'est-ce qu'un entretien structuré? En gros, il y a plusieurs étapes, parce que souvent on parle d'entretien structuré, et du coup on ne se limite qu'à la partie entretien. La méthode, elle couvre tout le process. Donc elle commence par prendre des critères de manière très stricte. Donc comment on choisit des critères en méthode d'entretien structuré? On va commencer par se dire, on veut des critères qui soient liés à l'emploi, toujours. Donc on ne prendra pas des critères, et on veut des critères vraiment directement liés à l'emploi. Pour vérifier si les critères sont bons, il y a une méthode qu'on appelle la méthode des incidents critiques. Dis-moi. Je vais venir. Pour être sûr que c'est bien lié à l'emploi, il y a la méthode des incidents critiques. Ça répond à ta question, tu vas voir. C'est quoi la méthode des incidents critiques? C'est je demande, ok, genre mon manager, ou ma manager, et je lui dis sur le métier de, je sais pas, contrôleur de gestion, raconte-moi des comportements particulièrement efficaces ou particulièrement à l'inverse inefficaces que quelqu'un a eu. Attention, raconte-moi une vraie histoire que tu as vécue avec une vraie personne. Alors on anonymise après la personne, mais avec une vraie personne, pas un truc que tu inventes. Et il faut que la réponse contienne un contexte, des actions et des résultats. Prends un exemple. Nous, comme incident critique chez les commerciaux, on s'est rendu compte qu'on formait des commerciaux, qu'il y en a qui allaient à un rendez-vous, qui faisaient la méthode de A à Z, mais qui passaient aucune émotion au client ou à la cliente. Et du coup, il n'y avait pas de connexion qui se faisait. Du coup, dans nos incidents critiques pour les commerciaux, on a mis savoir faire passer une émotion. Et donc là, on est sûr d'avoir forcément un critère qui est lié à l'emploi, qui nous évite de faire des critères du type on ne veut pas de femme enceinte. Si vous demandez au manager, ok, mais c'est quoi l'incident critique? Il va vous dire, bah, je sais pas, on avait engagé telle personne. En fait, c'est un métier où il faut rester souvent jusqu'à 20 h. Elle pouvait pas. Ok, donc l'incident critique, c'est pas d'être enceinte. L'incident critique, c'est de pouvoir rester tard. Donc, vous voyez, l'idée en fait de cette méthode, c'est de poser la question de manière à ce que le manager vous réponde quelque chose qui soit directement lié à l'emploi. Vu qu'on parle d'un incident critique, c'est-à-dire de quelque chose qui a fait soit surperformer, soit sous-performer, on est sûr que c'est lié à l'emploi. C'est plus clair comme ça? Donc ça, c'est la première étape de la méthode. Une fois que j'ai mes critères, ma question, ça va être de les hiérarchiser. Donc je les hiérarchise, j'essaie de faire une priorité, et je regarde s'il y a des critères ou pas qui sont des critères seuil. C'est très important parce qu'en fait, selon que vous ayez des critères seuil ou non, ça peut changer totalement le classement à la fin. Typiquement, si je dis que le critère, je sais pas moi, savoir passer une émotion, c'est un critère seuil, il ne comprend pas quelqu'un qui fait moins de, je sais pas, 4 sur 5 sur ce truc-là, bah, ça se trouve, il n'y aura qu'une seule personne qui fera 4 sur 5, même si elle a été plutôt moyenne sur le reste. C'est clair pour tout le monde, la notion de critère seuil? Une fois que j'ai ça, va se poser la question de j'ai mes critères, comment je les évalue? Alors, je vous le fais en très bref parce qu'on pourrait faire 1h30 là-dessus, mais l'idée de comment évaluer les critères, c'est qu'on va chercher des indicateurs. C'est quoi des indicateurs? C'est des manières dont se reflète le critère. Donc si le critère c'est le doigt, l'indicateur c'est l'empreinte digitale. On m'a cambriolé il y a 2 mois, mon iPad et mon MacBook. Alors si tu vois ça, petite dédicace à la personne qui profite de mon MacBook. Et en fait, comment je me suis rendu compte qu'il y avait un cambriolage?
La serrure, elle était un peu bizarre, la poignée tenait moins bien. À l'endroit, alors il n'y a plus mon Mac, très bon indicateur. À l'endroit où il y avait le Mac, il y avait des traces de main. Voilà, ça c'est des indicateurs. Le critère étant on m'a cambriolé. Si je prends un exemple qui est directement plus lié à un emploi, prenons comme critère un critère qu'on prend dans nos valeurs. On a comme valeur le goût de l'apprentissage. D'accord? Donc le goût de l'apprentissage, quels indicateurs il peut y avoir? Comme indicateur, il peut y avoir des choses que vous observez en entretien sans poser de questions. Typiquement, quelqu'un qui arrive et qui est intéressé par les livres de la bibliothèque, on peut se dire bah, peut-être qu'il a un goût de l'apprentissage. Quelqu'un qui dit souvent je sais pas, c'est souvent quelqu'un qui aime apprendre. Parce que les gens qui aiment apprendre disent souvent je sais pas quand ils savent pas, bah, quitte à vous interrompre, à vous dire je comprends pas ce que tu dis. Deuxième type de critère, on peut écouter des comportements passés que la personne a eus par le passé. Redondant dans cette phrase. Je vais développer après. Troisième type d'indicateur, ça peut être des intentions, de la connaissance. Si jamais vous dites à quelqu'un, prenons comme critère savoir répondre à un client qui est énervé, vous posez une question à quelqu'un en lui disant imagine que vous mettez une situation, si la personne est capable de savoir ce qu'il faut faire, c'est déjà un bon pas. Troisième indicateur. Autre indicateur que vous pouvez avoir, c'est des connaissances techniques toutes bêtes. Typiquement sur des métiers plus techniques, ça peut être est-ce que tu connais, je sais pas, la matrice ISO 9001, je sais pas ça veut dire un truc, n'importe quoi. Et enfin, vous avez comme indicateur la formation, l'expérience, comment la personne a évolué. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, la méthode vous recommande de poser plutôt des questions sur les indicateurs B et C, c'est-à-dire les comportements passés et les intentions de comportement. Je m'explique, ça amène à ma transition. L'entretien structuré, en général, est composé de questions comportementales et situationnelles. Pas que, vous n'êtes pas obligé de faire que ça, mais on met l'accent sur ce type de questions. C'est quoi une question comportementale et une question situationnelle? Une question comportementale, c'est une question qui commence par « racontez-moi une fois où » et vous déroulez. L'idée, c'est de faire raconter à la personne un comportement passé qu'elle a eu. Quelqu'un m'a posé la question de comment déjouer les menteurs. Bah, c'est une manière, parce qu'en fait, quand on pose une question comportementale, c'est beaucoup plus compliqué de mentir. D'autant plus qu'une question comportementale bien posée, vous ne savez pas où je veux en venir. Typiquement, comme critère, on a chez nous le fait de pouvoir résister au conflit, parce qu'il y a une boîte très conflictuelle. En question, je demande aux gens, raconte-moi une fois où tu n'étais pas d'accord avec ton manager et où il y a eu un conflit ouvert. Comment ça s'est passé, pourquoi, etc., etc. Et là, la personne ne peut pas savoir où je veux l'emmener normalement. Si la question est bien posée, elle ne sait pas où je veux l'emmener. C'est pour ça qu'il faut pas faire, si vous voulez évaluer la persévérance, il ne faut pas dire raconte-moi une fois où tu étais persévérant. Ça ne marche pas. Il faut essayer d'être plus subtil. Typiquement, ça peut être raconte-moi une fois où ton ordinateur a planté, tout a été effacé et tu as dû recommencer de zéro. Voilà, on essaye d'être plus subtil dans la question. Une bonne question comportementale, la personne en face de vous n'est pas capable de savoir ce que vous attendez d'elle. Question situationnelle, c'est l'inverse. C'est imagine que. Quelle est la meilleure chose à faire si? Imagine qu'il y a un client qui arrive, il est énervé parce qu'il veut 2 semaines de prolongation sur le parcours qu'on vend. Ta manager n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est des questions qui sont un poil moins fiables que les questions comportementales, parce qu'en fait, le fait que quelqu'un sache quoi faire, ça ne veut pas dire qu'il est capable de le faire. Mais au moins, il sait quoi faire, c'est déjà pas mal, croyez-moi. C'est clair pour tout le monde la différence entre les deux types de questions? Et pour être sûr que la question est complète, on utilise un moyen mémotechnique qui s'appelle la méthode STAR, qui est en fait, je veux que la personne, pour que la réponse soit complète à une question comportementale, qu'elle m'ait donné la situation, donc le contexte, qu'elle m'ait donné les tâches et les actions, qu'est-ce qu'elle devait faire, qu'est-ce qu'elle a fait, et ensuite les résultats. Quels ont été les résultats? Si je n'ai pas les 3 éléments, bah, je pose des questions d'approfondissement. On n'essaie même pas de se poser la question de mentir ou pas mentir, on essaye au moins de voir si on a une réponse complète. Et effectivement, tu verras, soumis à des questions comportementales, les gens mentent très rarement parce qu'ils ne savent pas où tu veux les amener. Et quand ils mentent dans le mauvais sens. Tu vois, souvent les gens, quand je leur pose la question du conflit chez nous, ils pensent tous que j'essaie de leur faire dire qu'ils sont dociles. Mais non, on essaie de te faire dire que tu es un guerrier. Manque de peau. Donc une bonne question comportementale, de toute façon, le mensonge n'est plus une question parce que tu lui montres pas où tu essayes de l'amener. Une fois que j'ai ça, il faut la méthode en accéléré. Une fois que j'ai ça, parce qu'il y a plein de trucs que je pourrais dire, mais une fois que j'ai ça, je m'arrange pour que tout ça soit formé par un guide de questions. C'est quoi un guide de questions? L'idée de l'entretien structuré, la grande idée derrière, c'est on va évaluer les gens en posant les mêmes questions sur les mêmes postes.
de manière à pouvoir les évaluer les uns les autres de manière la plus objective possible. Et ne pas tomber dans un biais de sympathie qui est plus vous aimez quelqu'un et moins vous lui posez des questions difficiles, inconsciemment. Pire que ça, plus une personne vous ressemble et plus vous êtes sympathique avec elle. Ah, est-ce qu'on perd pas la spontanéité de l'entretien? L'idée, c'est de s'arranger pour faire déjà une suite logique dans les questions que tu poses. Tu n'es pas obligé de les poser toujours dans le même ordre. Moi, ça m'arrive souvent de dévier du script en ne les posant pas dans le même ordre. Les questions d'approfondissement te permettent aussi d'enlever ce côté non spontané. Tu perds un petit côté spontané, encore que la dernière personne, il y a une personne qui a vu Marion en entretien et qui lui a dit ah, j'avais pas compris que c'était un entretien structuré, que les questions étaient préparées. Elle n'a même pas compris que les questions étaient préparées à l'avance. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir de l'habileté et l'habitude de le faire, les gens ne se rendent même pas forcément compte que l'entretien il est scripté. Après, Marion, elle l'avait fait pendant un déjeuner, donc forcément, il y avait ce côté qui donnait l'impression que c'était informel. Donc, tu perds un peu en spontanéité, c'est sûr. Par contre, tu gagnes en fiabilité et tu gagnes aussi en solidité. Et c'est une très bonne question, j'allais y venir. Un des principaux intérêts de l'entretien structuré, c'est que puisque tu as défini des critères à l'avance, très important, tu as défini des critères à l'avance, tu es capable après d'expliquer pourquoi tu dis non. Et c'est beaucoup plus agréable. Quelqu'un m'a demandé comment dire non. En fait, dire non, c'est facile quand tu as des critères. Tout simplement. Maintenant, depuis qu'on a nos critères, on est capable de dire ok, on te dit non parce que sur le critère qui est savoir faire passer une émotion, c'était un peu juste. Sur le critère qui est savoir dire non à un client, ça allait. Par contre, sur le critère qui était le goût de l'apprentissage, c'était un peu… Voilà, on peut faire un retour très argumenté à une personne. Et ça se passe jamais mal. Les seules fois où ça se passe mal, c'est quand vous faites un retour à quelqu'un où vous lui dites on t'a trouvé un peu juste sur la capacité d'écoute. Par définition, si quelqu'un a un manque d'écoute, il te dira non, c'est pas vrai. À chaque fois qu'on a dit à quelqu'un tu manques d'écoute, il te dit bah non, je suis pas d'accord. Bah oui, bah du coup, il t'écoute pas. C'est ce que je viens de dire. Ça répond à ta question? Comment partir de zéro? Je crois que c'est par là la question. Comment partir de zéro? Le plus important dans cette méthode, alors que j'ai pas fini parce qu'à la fin il y a l'évaluation, mais le plus important dans cette méthode, c'est déjà si tu peux, contrairement à ce qu'on croit, si tu peux déjà être très solide sur les critères, tu auras fait un pas de géant. Avant même de penser à structurer l'entretien, poser les mêmes questions et tout, déjà avoir les critères, tu fais un grand pas. Je ne l'ai pas dit, mais c'est sous-jacent. En entretien structuré, chaque question doit porter sur un critère. On ne pose pas de questions au hasard. J'en profite pour répondre à la question des pires questions. Une des pires questions que vous pouvez poser à quelqu'un, c'est « Raconte-moi tes 3 défauts et tes 3 qualités ». Alors déjà parce que c'est 6 questions, en vrai, et qu'il ne faut jamais poser plusieurs questions en une. Et ensuite parce que vous n'essayez pas d'évaluer quelque chose par rapport à un critère. Pas du tout. Ce serait autre chose si jamais vous vous disiez « Ok, dans mes critères que j'ai, dans mes valeurs que j'ai, il y a, je sais pas, la franchise ». Et je pose comme question à la personne « Ok, par rapport à la franchise, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu t'auto-évalues sur la franchise ?» C'est pas une question comportementale, mais c'est déjà une meilleure question. Parce qu'en fait, je la fais dans le but d'avoir un critère qui est en rapport avec quelque chose chez moi. Donc chaque question que je pose doit avoir un critère relié. À l'exception de l'intro et de la conclusion. On s'arrange pour que l'intro soit plus ou moins libre. Qu'est-ce que tu as fait? On ne commence pas en validation comportementale de manière évidente. On accueille la personne, on fait une intro, on lui réexplique le but de l'entretien. On lui explique aussi qu'il n'y a pas de réponse piège. Et on conclut, pareil, en demandant à la personne, ce qu'on conseille, c'est de conclure en faisant valider à la personne qu'elle a passé un bon entretien. Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles tu voulais revenir? En fait, le fait que la personne verbalise, ça lui permettra après, dans le process, de se dire « Ok, en fait, j'ai été évalué à mon meilleur ». D'ailleurs, autre sous-jacent que j'ai pas donné, cette méthode repose entièrement sur le fait d'évaluer les gens à leur meilleur niveau. On essaye à chaque fois de permettre aux gens de donner leur meilleur. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'en fait, les différences de performance sont plus grandes au meilleur niveau qu'au pire niveau. Si vous prenez le meilleur joueur de foot du monde, je sais pas, Lionel Messi, j'ai déclenché une guerre sur YouTube, mais Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, bref, un des deux, et vous prenez Olivier Giroud, que j'adore, n'est pas la question, à leur meilleur niveau, il n'y a pas photo entre les deux. À leur pire niveau, ils se ressemblent, ils ne marquent pas de but. Donc on essaye de voir les gens à leur meilleur niveau, et on les met le plus à l'aise possible. D'ailleurs, il y a un conseil qu'on applique nous, c'est d'envoyer des questions à l'avance. On envoie des questions à l'avance aux candidats. On les envoie, alors pas un jour à l'avance, on les envoie 1 heure à l'avance. Mais alors, dans la vraie méthode, on vous conseille de les accueillir pendant un quart d'heure, une demi-heure, de leur proposer des questions et qui
regarde les questions sur place. Parce que ça évite les accidents comme il y a eu avec Morgane, qui t'envoie les questions et en fait elle est sur la moto et elle ne voit pas les questions. Donc c'est injuste par rapport aux gens qui auront vu les questions. Mais en tout cas, l'idée de mettre les questions à l'avance, c'est que les questions comportementales, très souvent, déstabilisent les gens au début. Comme il n'y a pas beaucoup de gens encore qui font ces questions-là, bah, les candidats ne sont pas habitués. Ils sont habitués à 3 défauts, 3 qualités, etc., etc. Donc il y a un petit côté un peu déstabilisant qu'on essaye de désamorcer. Comme ça. Dis-moi. Ça, c'est fait en face à face. Pas forcément. La méthode ne te dit pas de le faire en face à face. Ça peut être en Streaming. streaming. Ça peut être en streaming. Sur Netflix. Oui, oui. La méthode ne te dit pas de le faire en face à face. Et pour finir la méthode, j'arrive. Pour finir la méthode, alors là, c'est ce qui prend souvent le plus de temps dans la méthode. On n'a pas été jusque-là, nous. C'est faire une échelle de notation. C'est-à-dire, pas juste une échelle sur 1. Alors, tu peux faire une échelle très basique qui est 1, 2, 3, 4, 5 sur 5. Mais tu peux aller plus loin en disant, OK, pour harmoniser les corrections, enfin les évaluations, on va dire 1, c'est quand il répond tel truc. 2, c'est quand il répond tel truc. 3, voilà. Et on écrit déjà le type de réponse à l'avance. Là, c'est le béton du béton de l'entretien structuré. Alors, évidemment, ça prend du temps à déployer quand vous allez jusque-là. Tu veux dire un truc, Yann? Oui, en fait, je voulais savoir la véritable plus-value que tu vas avoir à faire un entretien en face-to-face par rapport justement aux questions vu qu'elles sont déjà préparées. Tu pourrais, si tu les envoies à l'avance, la personne pourrait juste très bien remplir le questionnaire et tu Ah! Qu'est-ce qui empêche que quelqu'un réponde à un questionnaire? La première, c'est je sais pas. Parce qu'il faudrait que je regarde s'il y a eu des études qui ont été faites sur est-ce que c'est aussi efficace comme ça. Et 2, quand même, faut pas oublier qu'un entretien, c'est à la fois un entretien de recrutement et d'évaluation. C'est-à-dire que dans l'évaluation, évidemment, tu vas évaluer, comme son nom l'indique. Dans le recrutement, tu vas séduire. Et que il y a peut-être un problème d'expérience candidat. Parmi les 4 critères que retiennent les scientifiques qui essayent d'évaluer les meilleures méthodes d'évaluation en recrutement, il y a la pertinence, fiabilité, etc. Mais il y a surtout, c'est hyper important, l'expérience candidat. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui sont hyper fiables, mais qui sont moins cool en termes d'expérience candidat. Donc il faut aussi réfléchir dans ton process à quel point c'est une bonne expérience candidat ou pas. Hein? Je pense aux entretiens collectifs, par exemple. Ce n'est pas la meilleure expérience candidat du monde. Il va falloir t'aider des incidents critiques du manager. Donc ça suppose que tu as posé, il faut en faire plusieurs, hein, tu es censé en faire au moins 6-7. Tu as plusieurs incidents critiques du manager, et donc dans son récit, s'il est complet, si tu l'as bien demandé de remplir le contexte, l'action, les résultats, tu vas déjà avoir des choses qui vont ressortir. Et après, un truc que tu peux faire, c'est vraiment ta peur, c'est que tu divises le truc tu divises la compétence en plusieurs sous-compétences. Mais c'est pas facile. Le mieux reste encore de t'aider avec un manager. Évidemment que nous, on a réglé le problème. Quelqu'un a parlé de coordonner les intervieweurs, et je vais répondre à cette question-là maintenant, du coup. On a réglé le problème de la répartition des rôles en faisant un process où, justement, chaque rôle est réparti. Donc, première phase chez nous. Alors, je prends l'entretien, hein, je vous passe l'analyse du besoin, etc., etc. La première phase chez nous, c'est ce qu'on appelle l'entretien de découverte. Dans l'entretien de découverte, en fait, on drague les gens. C'est un entretien de recrutement et non pas d'évaluation. Alors, il y a un peu d'évaluation, mais l'idée est que tu ressortes c'est souvent, à l'époque, historiquement, c'était Laurent qui le faisait. Le fondateur, il faisait parce qu'il est très bon à draguer les gens. Quand j'ai eu Jennifer pour la première fois en entretien, elle m'a dit « c'était génial, mais j'ai rien compris ». Il y a plein de gens qui sont arrivés comme ça en disant c'est trop bien avec Laurent, mais j'ai pas compris. Donc elle va te réexpliquer le poste, etc. On va redéfinir ensemble une scorecard, un truc plus carré. Mais c'est de toute façon l'effet qu'on cherche à obtenir. T'es tellement chaud que tu pourras endurer enfin endurer c'est un mauvais mot, mais tu pourras aller jusqu'au bout. Deuxième phase, entretien fonctionnel. Alors je vous raconte notre process, hein. C'est en aucun cas une obligation. Hein. C'est comme ça que nous on le fait par rapport à nos enjeux, par rapport à notre organisation, par rapport à notre taille. C'est pour vous inspirer, pas pour vous dire c'est comme ça et pas autrement, pas du tout. La phase 2 chez nous, c'est un entretien fonctionnel. Donc c'est un entretien qui n'évalue que des compétences métiers. Donc on prend
3-4 critères métiers. Commerciaux, j'ai commencé à vous en dire quelques-uns. Savoir passer une émotion, être capable de refuser une vente à un client. 3, c'est quoi, je sais plus. Les commerciaux. Ah, dis les choses. Non, c'est culturel ça. Bref, on s'en fiche. Il y a plusieurs critères que Marion, qui est la manager, connaît, mais qui n'est pas là. C'est sur les commerciaux. Et ensuite, entretien culturel. Entretien culturel, bon, je peux vous dire, c'est moi qui le fais, donc je connais les critères par cœur. Les critères entretien culturel pour les commerciaux, ça va être, effectivement, dire les choses, ça va être apprendre à apprendre, et ça va être ce qu'on appelle chez nous savoir naviguer dans le chaos, qui est être capable d'être autonome, de prendre des décisions et de survivre dans une organisation où tout n'est pas aussi bien rigide que dans une grande organisation. Ça, c'est l'entretien culturel qui a lieu avec moi. Et le dernier entretien, c'est un entretien d'embauche. Donc là, il n'y a plus d'évaluation, c'est vraiment un truc, combien tu veux gagner. Enfin, non, ça avait validé avant, mais vraiment, on signe un contrat. Ça dure, on essaye de faire tout ça en 10 jours. Morgane, ça a duré, je l'ai vu, j'ai vu Morgane, moi, mardi, pas aujourd'hui, du coup, mardi d'avant, et elle était là lundi d'après. Donc ça, je pense, entre le moment où on l'a contactée et le moment où elle est arrivée, il y a eu 12-13 jours, un truc comme ça. Voilà. Donc on essaye d'aller vite, même s'il y a beaucoup d'entretiens, on essaye d'aller vite. Justement, il n'y a pas trop d'entretien pour le candidat. On n'a jamais eu ce retour. Et alors déjà, on le dit à l'avance. Hein. Ce qui est insupportable quand tu es candidat, c'est que tu arrives, on te dit ouais, numéro 1, ah, numéro 2, ah, et tu sais pas où tu vas t'arrêter. Ce que j'appelle l'effet SNCF. Je me fais encore taper sur les doigts pour dire ça. J'ai dit ça une fois, on m'a tapé sur les doigts. Ce que j'appelle l'effet SNCF, je m'en fous. Et, et j'adore la SNCF, je tiens à le redire. Ah bon? Ah oui. J'adore la SNCF, là n'est pas la question. Mais l'effet qui est qu'on t'annonce un train, on te dit qu'il a un quart d'heure de retard, puis une demi-heure, etc. etc. Cet effet d'annonce, il est dramatique pour les gens. Donc on essaye de leur dire directement, ok, combien il y a un entretien à la fin. Et le truc, c'est que comme ça se passe super vite, entre nos 4 entretiens, il y a parfois moins de temps qu'entre 2 entretiens dans notre boîte. C'est l'idée, c'est qu'on essaye d'aller vite pour pas que ça soit trop… Et l'idée aussi, c'est que les personnes savent pourquoi elles viennent. Parce qu'à chaque fois, c'est délimité. 1, la drague, 2, le métier, 3, la culture, 4, viens chez nous. Donc à chaque fois, tu n'es pas redondant. C'est comme ça qu'on a évité la redondance. On aurait pu faire autrement. On aurait pu faire des entretiens avec un manager et un recruteur à la fin. On a juste décidé comme ça. C'est pas une préconisation du tout. Dis-moi. Comment ça se passe? Vous pouvez dire non à un candidat entre deux, à chaque niveau? Ah, c'est une bonne question. Alors, je n'ai pas trop rentré dans notre process à nous parce qu'on va faire un réveil de recrutement sur comment on recrute chez nous qui a lieu mercredi 23 octobre. Je te réponds juste à ça et après je ferme la parenthèse sur notre process. On a décidé, et encore une fois, c'est notre décision à nous, c'est pas du tout une préconisation scientifique, on a décidé que chez nous, les recrutements étaient à l'unanimité. Donc il suffit qu'une personne dise non et c'est fini. Deuxième chose, on a décidé que nos recrutements étaient enthousiastes. Donc si jamais tu n'as que des petits oui, tu ne rentres pas non plus. Il faut au moins qu'il y ait une personne qui dise oui, je vais à tout prix travailler avec cette personne. Et à chaque fois qu'on a dérogé à la règle, il y a des catastrophes. Et la durée de chaque entretien? Ça dure… alors, ça me permettra de reboucler du coup sur la vraie méthode qui n'est pas l'IA chez nous. On te recommande de faire entre 45 et 90 minutes. Pourquoi pas plus de 90 minutes? Parce que c'est compliqué en termes d'attention et juste humainement. Et pourquoi pas en dessous de 45 minutes? Parce que c'est dur d'avoir suffisamment de questions en moins de 45 minutes. Il faut te dire qu'une question comportementale, elle va durer beaucoup plus longtemps qu'une question de connaissance, une question habituelle. Question comportementale, ça peut monter jusqu'à 10 minutes. Parce que la personne va te raconter ce qu'elle a fait, tu vas approfondir, tu vas chercher. Donc les questions comportementales et situationnelles peuvent durer très longtemps. Moi, j'ai le temps, grosso modo, en 1h30, je veux dire en 1 heure, parce qu'il y a une demi-heure d'intro. Allez, en 1 heure, j'ai le temps de poser 6 questions. 6-8 questions. Après, c'est mon rythme à moi, il y a des gens qui vont plus vite. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 20 questions quand on va plus vite. Mais… On va peut-être te poser la question au tout début. Dis. Toute la durée de l'entretien, admettons, tu tables sur 1 heure, quelle place tu laisses au candidat pour lui poser ses questions? Ah, dans la conclusion, j'ai toujours, ok, est-ce que tu t'es senti bien? Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé que tu voudrais qu'on aborde ensemble? Plutôt vraiment à la fin. Alors. Toujours à la fin. Mais après, en vrai, je ne suis pas un robot, donc c'est dynamique. En vrai, les gens, ils rebondissent. Surtout, il faut savoir que souvent, dans les questions comportementales, pour aider les gens, je leur raconte ma propre réponse à moi. Parce que je vois parfois, typiquement, je vais poser, ok,
pour savoir la capacité de la personne à se remettre en question, à apprendre, je vais lui demander c'est quoi la dernière fois que tu as changé radicalement d'avis sur un sujet. Et je dis moi par exemple, c'est les Indiens d'Amérique. Je croyais que c'était les méchants, qu'il y avait les cowboys, c'était les gentils. J'ai découvert qu'en fait c'était un génocide, qu'on a tué 80 millions de personnes et que c'est une honte de présenter ça comme étant les méchants. Donc en fait, j'amorce un peu le sujet pour encore une fois désamorcer la pression et que la personne elle ait de quoi donner. Pareil, parfois les gens me posent des questions sur le process et me disent ah, je sais pas si j'aurais dû dire ça. Je dis mais non, t'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Donc il y a évidemment un échange et je suis pas dans un script que je suis et tu poses une question, je n'écoute pas. Il est évident qu'en fait ça reste un échange. Je clôture la partie entretien structuré pour passer à la partie. Dernière question. Dis-moi. Structuré par rapport au fait que tu donnes les questions à l'avance. Mhm. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont des mises en situation et c'est pas évident d'avoir la réponse même si on Bien sûr. la situation. Et du coup, tu les donnes, tu dis 1 heure avant. Oui. Sauf qu'effectivement, il y a des personnes qui vont pas prendre connaissance. Faut qu'on améliore ça. Ouais, C'est effectivement, un point faible. à quel moment on le donne et Ok, pour la vidéo, la question c'est est-ce que le fait d'envoyer les questions 1 heure avant, il n'y a pas une injustice parce qu'il y a des gens qui vont pas les recevoir. Clairement, c'est pas un conseil que je vous donne. Nous, ça marche, on pourra améliorer. La vraie méthode, je vous dis, faites-le sur place. Prenez une demi-heure avec la personne, un quart d'heure, montrez-lui les questions, faites-la réparer sur place. On ne fait pas encore, on verra, on est en train de réfléchir là-dessus. Donc je disais oui. Une fois qu'on a parlé de la méthode de l'entretien, parlons de la place du manager. Il y a beaucoup de questions que vous avez posées qui étaient sur la place du manager. La première, c'est est-ce qu'il faut venir avec un manager? Est-ce que le manager a place dans le process? Moi, j'ai tendance à répondre oui, clairement oui. Le manager est une des personnes la mieux placées pour faire un entretien. Alors la question, c'est comment je forme quelqu'un qui n'a jamais fait d'entretien à faire des entretiens et comment je convainc la personne que c'est une bonne chose pour elle. Alors il n'y a pas de recette magique, évidemment, sur comment convaincre un manager. Je sais que déjà, la première étape, c'est de convaincre le manager que le recrutement, c'est sa responsabilité. C'est déjà une première étape, c'est en fait, le recrutement, ça m'appartient, c'est ma responsabilité, et en fait, le recruteur vient m'aider, et non pas l'inverse. Puisqu'en fait, c'est le manager qui recrute pour son équipe, c'est lui qui dit oui ou non, vous avez beau faire tout le process du monde, même si vous dites, ok, le manager, il n'a pas sa voix au chapitre, on l'emmène et on lui propose directement un candidat, à la fin, c'est lui qui valide la période d'essai ou pas. Donc dans tous les cas, c'est le manager qui recrute. Une fois que vous arrivez à le convaincre que c'est lui qui recrute et que donc ça fait partie de ses missions, ce qui n'est pas du tout, ça se dit en une phrase, mais ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans à faire. Une fois que vous avez convaincu la personne qu'en fait le recrutement c'est son affaire, vous allez essayer de l'impliquer de plus en plus. Et en l'impliquant de plus en plus, votre rôle en tant que recruteur, c'est justement de l'aider à préparer les questions. Typiquement chez nous, alors j'avais dit je ne reviendrai pas chez nous, mais chez nous, on a un guide de questions culturelles. Si jamais ce n'est pas moi qui fais l'entretien culturel, il y a 120 questions qui sont déjà écrites. Ça a pris 3 heures à écrire, mais maintenant, si jamais quelqu'un doit le faire et que je ne suis pas là, il peut le faire. Les questions sont déjà écrites, il pioche les questions, alors il ne pose pas les 120, c'est évident, il pioche les questions à l'intérieur. Donc vous avez, votre vrai travail d'aider les managers à préparer les questions, à les aider sur ce qu'est une question comportementale, à leur faire dire leurs incidents critiques, à challenger leurs critères, à dire mais tu vois là, la poignée de main c'est pas un critère, qu'est-ce que tu essaies d'évaluer? C'est quoi l'incident critique? Ah bah le mec, je sais pas, ou la nana, il était en entretien commercial, il était tout mou, bah, un peu comme nous, pas d'émotion, ok, donc c'est pas la poignée de main, c'est plutôt l'émotion que la personne fait passer. Donc essayez, ton rôle toi dans l'accompagnement, c'est je pense majoritairement de faire comprendre la question des critères. Une fois qu'un manager comprend la question des critères, le reste, ça a plus ou moins de soi. Hello, bah Marion, parlais de Marion tout à l'heure. Et tu vois, typiquement, je pense, je suis d'accord avec François Gauthier. François Gauthier, c'est un recruteur qu'on a fait venir une fois qui parlait de son process et il disait qu'il avait tout réorganisé en se rendant compte que la valeur ajoutée du recruteur, elle est au début et à la fin du process. Qu'en fait, tout le milieu qui est, même trier des CV, en fait, trier des CV, appeler des gens pour la précale, les engager, faire les premiers entretiens, etc. En fait, les gens aiment beaucoup être avec un manager, le vrai manager qui va recruter. Et la valeur ajoutée, elle est plus forte pour nous quand on est à l'entrée, c'est-à-dire le sourcing. Et après, à la sortie, bah, entretien éventuellement culturel, de personnalité, etc. Et éventuellement l'embauche derrière. Donc je pense que la place du manager, vraiment, si tu arrives à lui faire comprendre cette notion de critère, tu as tout gagné. Et après, tu joues ton rôle soit d'accompagnant ou d'accompagnante en lui proposant les questions, en l'aidant à créer tout ça. C'est clair là-dessus? Et comment on évite les critères de discrimination? On n'est pas très formé.
une question comportementale ne peut pas être une question de discrimination. Donc si tu le forces à formuler ces questions, enfin tu le forces, tu l'invites à formuler, je suis un côté très dictatorial dans ma vie, hein, ne m'élisez jamais président de la République, hein. Je sais pas, ça se produit un jour, ne m'élisez pas, je suis un dictateur. J'ai d'ailleurs déjà préparé mon programme, j'ai un programme de 10 mesures, si vous voulez on en parlera après. Une question comportementale, vu que tu dis raconte-moi une fois où et que c'est suivi d'un incident critique, il ne peut pas poser une question de discrimination. Tu ne peux pas dire raconte-moi une fois où c'était une femme et ça va marcher, ça ne marchera pas en fait. Donc l'obliger à poser la question, j'ai redit obligé, l'inviter à poser la question comme ça va t'aider à ne pas tomber dans la discrimination. C'est quasiment impossible, j'arrive même pas à imaginer une question comportementale qui serait discriminante. Tu dois pouvoir trouver en zigzagant, mais en fait le fait de proposer ce genre de questions, ça permet de juguler. Après, il est évident que tu ne pourras jamais empêcher totalement les gens de faire ce qu'ils veulent. Hein. C'est sûr. Comment tu crées là, tes 120 questions? Parce que c'est quand même énorme de créer 120 questions. Ah, comment j'ai créé les questions? Ouais, en 3 heures, ouais. Comment? Parce que des fois, tu dois être un peu inspiré, tu dois. C'est pas non plus facile de créer des questions. Comment tu t'es aidé et comment est-ce que tu t'es challengé avec Ok. les personnes Les questions, c'est la prochaine partie. Je garde ta question en tête et je finis sur le manager. Pour finir sur le manager, ton travail, c'est un vrai rôle d'éducation. Et avant tout, les critères. Et ton travail, c'est de lui faire accoucher les bons critères. Si tu dois retenir qu'une seule chose de ça, c'est pour ça que je le répète et que j'ai déjà répété, ne retiens que ça. Tout le reste, structuré, etc., c'est moins important. Si le manager est capable de te dire que pour un commercial, il faut 1. Savoir faire passer une émotion, 2. Savoir dire non à une vente, je la refais, Marion est là, 3. Non? Toujours pas? Ah, être persévérant, voilà. Être un commercial persévérant. Une fois que tu es capable de challenger le manager sur ces 3 critères, 4 critères, et d'être sûr, toi, qui sont liés à l'emploi, parce que c'est toi qui vas le challenger et t'arranger pour que… Tu vois, typiquement, je reviens à mon exemple de quelqu'un qui doit rester tard et il te dit, voilà, il y a une femme, elle était enceinte ou elle était maman, elle ne peut pas rester tard. Ok, du coup, c'est pas le problème, c'est pas qu'elle soit maman. Le problème, c'est est-ce qu'on a quelqu'un qui peut rester tard. Donc mon critère, c'est est-ce qu'on a quelqu'un qui a des flexibilités sur les horaires. Après, la personne se débrouille. Tu vois, en fait, le fait de challenger et de faire accoucher à la personne le vrai besoin, ça permettra après de poser des bonnes questions. Si tu travailles en bonne intelligence avec lui. Comment quoi? Comment tu l'amènes comment tu t'arrives à amener le manager à penser à ça? Quels sont pour toi les tips pour le recruteur en disant mais qu'est-ce que pour toi un bon commercial Tu lui poses pas la question comme ça, justement. Tu arrives, typiquement, méthode d'incident critique, tu poses la question de manière très processée. Tu dis, raconte-moi un comportement particulièrement efficace, enfin en vrai 3 comportements particulièrement efficaces et 3 comportements particulièrement inefficaces qu'un commercial a déjà eu dans ce poste. Je précise, il faut que tu aies été témoin de l'histoire. C'est pas on m'a dit que. Tu dois avoir été témoin direct ou indirect de l'histoire. Ça doit être une vraie personne. Tu ne vas pas me dire un commercial quand il a du mal, non, tu vas me nommer la personne. Alors, on ne garde pas le nom de la personne dans le script, il est évident, mais tu dois me nommer la personne. Donc, c'est une vraie histoire que tu as vécue, personnelle, avec une personne que tu peux identifier. Raconte-moi à chaque fois le contexte, les actions que la personne elle a faites et le résultat que ça a engendré. Si tu poses la question comme ça, normalement, il ne peut te répondre que correctement. Ou elle ne peut te répondre que correctement. Et après, tu recadres. En fait, c'est une question que j'ai mis dans mon entretien structuré que je pose justement à mon candidat. S'il voit en fait comment une personne peut surperformer entre guillemets ou au contraire quelle posture peut être un frein à son boulot. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas trop à saisir le sens de la question. Il faut voir ça avec lui. Il faut approfondir. Je pense que ça peut être dur à comprendre au début, pour un manager qui n'a pas l'habitude, mais après là, c'est ton talent pédagogique. Vous savez quoi? Je vais vous donner une structure. Il y a un entretien super structuré. Alors c'est moi qui j'aime bien faire des termes marketing, ça s'appelle pas comme ça, mais ça s'appelle la méthode architecte. C'est naze comme nom. On va appeler ça la méthode super entretien structuré. Quand tu fais un super entretien structuré, et que tu structures vraiment jusqu'au bout, on te conseille de prendre chaque critère. Donc, hop, prenons critère 1. Et tu commences ta rubrique de questions. Cette rubrique de questions, tu fais des choses que la personne, elle a fait.
Donc des questions comportementales, des questions sur ce que tu veux évaluer je sais pas, la capacité à gérer un client énervé. Bah, racontez-moi une fois vous avez géré un client parce qu'il y en a un qui voulait un remboursement, etc., etc. Donc tu poses une ou plusieurs questions qui portent sur qu'est-ce qu'elle a fait. 2, tu fais qu'est-ce qu'elle a observé. Alors, je n'invente pas la méthode, hein. C'est censé être le truc le plus efficace quand tu suis exactement le script. Donc, on ne fait pas parce que c'est vraiment la super structurée et ça te demande plus de préparation. À observer, tu lui demandes de te raconter des commerciaux, des collègues à elle, des managers à elle, qui savent bien faire la compétence que tu cherches à évaluer. Okay, racontez-moi un collègue à vous qui est particulièrement capable de gérer des clients énervés. Racontez-moi des histoires. Ça te donne une idée de à quel point la personne est capable de comprendre le critère en tant que tel. Troisième rubrique, c'est a compris. Donc dans a compris, c'est des questions situationnelles ou de connaissances. Typiquement, tu dis quelle est la meilleure chose à faire si un client arrive et qu'il veut être remboursé. Ça peut être des questions de connaissances brutes. Est-ce que tu connais les 5 étapes de la vente? Là, je nomme vraiment n'importe quoi. Mais qu'est-ce que la personne a compris de la connaissance ou des critères? Et quatrième rubrique, c'est à maîtriser. Dans à maîtriser, on va demander à la personne des questions d'auto-évaluation. Typiquement, qu'est-ce que tu penses qu'il est mieux de faire? À ton avis, c'est quoi les grandes étapes d'un entretien commercial? À ton avis, à quel point tu es doué à gérer des clients énervés? Et on voit, c'est pas la même question de quels sont tes critères, quelles sont tes qualités et tes défauts, parce qu'en fait, ça s'inscrit dans un critère qu'on a prédéterminé. Là, je demande à la personne de s'auto-évaluer. Quels sont tes axes d'amélioration sur le sujet? Si tu structures à ce point, normalement, là, il est très dur de sortir du cadre. On fait pas chez nous parce que ça demande vraiment de vraiment structurer. Et évidemment, là j'ai mis critère 1, mais en fait du coup, faire la même chose sur le critère 2 et critère 3. Pas forcément sur un seul entretien, mais là tu es en mode super structuré. Moi j'en fais 3 parce que je sais que c'est qu'on a divisé les entretiens. En gros, c'est une très bonne question. Combien de critères au total? On vous conseille entre 7 et 10 critères au total. Voilà. Nous, pas dans un entretien. Sur un poste en général. Ce qui fait que Marion, quand elle recrute des commerciaux, elle en évalue 3-4. Moi, j'en évalue 3-4. Voilà, on est toujours grosso modo entre 6 et 8. Sachant qu'à la découverte, on évalue moins et qu'à l'embauche, on évalue moins aussi. C'est les deux du milieu qui sont vraiment de l'évaluation. Classiquement, si on part sur un entretien manager et un entretien RH, c'est nous qui évaluons surtout ce genre de critères. Ou sur une heure, on peut partir sur 3 critères. C'est ce que je fais moi. 3-4 critères, si tu poses des questions comportementales, c'est bien. Si tu poses des questions plus. des questions de connaissances, s'il y a des trucs, des questions de diplôme, est-ce que vous avez oui ou non votre permis de conduire? Ça prend 30 secondes comme question. Tu vois. En revanche, les questions comportementales, comme on l'a dit, elles peuvent aller jusqu'à 10 minutes. Donc, en fait, tu prends ta durée d'entretien, tu divises par le nombre de questions, tu retiens, et ça je ne l'ai pas dit, que normalement, chaque critère doit être évalué avec minimum de questions. Tu as ta réponse. Et tu es tout seul pour l'entretien culturel ou c'est que tu fais tout le temps à 2? Moi, je suis tout seul, c'est pas une recommandation que je vous fais. C'est pas mal d'être à 2. Mais moi, dans notre pratique à nous, on fait l'entretien culturel tout seul. Ce qui est cool à 2, c'est qu'il y en a un qui peut prendre des notes et un qui fait l'entretien. Dis-moi. Justement, comme on évalue des critères, tu viens de dire que tu parlais de prendre des notes au niveau des verbatims, tu les retiens comment? Parce qu'en entretien de 90 minutes, la personne elle a le temps de te dire plein de choses. Ah, comment on prend des notes? Ouais. Comment on prend des notes? T'as un grand dilemme. C'est que ton guide de questions, alors c'est assez dur à expliquer. En fait, c'est très dur à expliquer. À chaque fois que je l'explique, personne ne comprend. Et quand moi je l'ai lu, je n'ai pas compris non plus. Et après, je l'ai vécu, je fais ah. Je vais essayer de vous l'expliquer. En gros, ton guide de questions, tu peux choisir de l'écrire par critère. Ok? Tu dis critère 1, question 1, 2, 3, 4. Critère 2, etc., etc. 3, 4, 5. Le désavantage de ça, c'est que ça perd vraiment en spontanéité. Parce que les questions n'ont pas forcément des rapports les unes avec les autres. Le grand avantage, c'est que tu peux prendre, quand tu fais ton compte rendu, tout est déjà bien classé et tu peux mettre la note sur le critère. Tu as beaucoup moins de travail de remise en forme derrière. Ça, c'est la première manière de faire, alors sans qu'il y ait de hiérarchie. Deuxième manière de faire, c'est je pense à une logique chronologique. C'est ce que je fais d'ailleurs. J'essaie d'enchaîner les questions, pas en fonction des critères, mais plutôt en fonction de comment ça a bien coulé dans la conversation. Donc en fait, ici j'ai posé une question de critère 1.
après une question de critère 2, après peut-être une question encore de critère 1, après peut-être 2 questions de critère 4. Voilà, l'ordre des questions, je m'en fous des critères en fait. Et ça après, je vais les retrier. Et par contre, je sais que c'est l'ordre chronologique le plus efficace. Et quand je fais comme ça, il est très rare que je sorte du script. Parce qu'en fait, le truc est assez bien pensé pour que ça soit logique, que les enchaînements soient logiques, les transitions soient logiques. Le grand avantage de ça, c'est que pour prendre des notes en live, c'est beaucoup plus simple. Parce que vous avez tout dans l'ordre. Si vous faites par critère, vous allez devoir faire comme moi, prendre 4 pages sur votre... Alors, en tout cas, si vous faites avec du papier, prendre 4 pages, essayer de savoir, ok, est-ce qu'il y a une page par critère ou 2 pages par critère, comment je fais? C'est vite un bordel. C'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Mais c'est plus efficace après pour retrier. Là, l'avantage, c'est que les questions sont déjà chronologiques, elles sont déjà dans le bon ordre. Et par contre, après, il faut les retrier. Qu'est-ce que je prends comme note? En fait, l'idée de... Alors, je vais essayer de le faire de tête. Morgane, je compte sur toi, tu étais là vendredi quand j'ai raconté les 5 critères d'un bon compte rendu. Les 5 critères d'un bon compte rendu, je ne sais pas si je vais arriver au bout de cette liste. 1, il faut qu'il y ait une décision claire. Donc, ce qu'on attend de toi dans le compte rendu, c'est avant tout de dire ok, oui, non. C'est facile à dire, pas facile à faire. Nous, on a encore échoué récemment. J'ai dit à Marion ouais. Elle a dit ouais. On a dit ouais. Et ça, c'est catastrophe. Il faut une décision claire. 2, il faut un résumé explicite de la décision. C'est-à-dire, quel est le cheminement de pensée qui t'a amené à prendre la décision. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Marion, c'est que je lui ai dit oui, sans lui expliquer le cheminement de pensée, parce que c'était pendant les vacances, c'était par SMS, et j'ai pas fait le truc concret, j'ai pas fait le compte rendu. Et après, toujours en échangeant par SMS, j'ai dit, mais en fait, c'est un oui parce qu'on est en galère. Et en fait, si vraiment j'évaluais objectivement, je lui aurais dit non. Elle me dit, ah bah vas-y, on dit non. Donc, et comment elle a pu dire non? Parce que je lui ai proposé le cheminement de ma pensée. Donc c'est important de laisser les autres voir comment vous êtes arrivé au résultat. Troisième chose qu'il est important d'avoir sur le compte rendu, c'est être capable de noter chaque critère. Donc chaque critère, c'est un truc qu'on ne fait pas assez bien. Alors Nina le fait sur ses entretiens, mais nous on le fait moins bien, Marion et moi. Mais chaque critère doit avoir une note. De 1 à 5 par exemple. Quatrième chose à avoir, c'est de projeter la personne dans le poste. C'est-à-dire que commencer déjà à avoir dire oui, je la vois bien avec tel truc, va commencer à... Et la cinquième... Exactement, bien vu. Je l'avais... Ah, t'as des notes. Bon. Le récit, faut que ce soit un récit à la première personne, afin d'éviter au maximum les interprétations. Dire voilà, j'ai vécu ça comme ça, j'ai vu ceci, elle m'a dit ça m'a fait penser à ça, il m'a dit ça, voilà. Essayer de partir de son expérience subjective et pas de parler en mode troisième personne. Le tout dans le langage le plus clair possible. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui est fait pour être lu. Il y a plein de gens qui font un compte rendu pour faire bien. Et comme ils font un compte rendu pour faire bien, ils font des longs comptes rendus qui ne veulent rien dire. À tout prix, éviter ce piège. Essayez d'écrire le plus clairement possible. En termes de verbatim, pour répondre concrètement à ta question, je prends quelques verbatim, pas tout. Je prends les verbatim que quand c'est vraiment intéressant et que ça va avoir un impact, je vais en avoir besoin. Sinon, je résume ce que la personne a dit. Et autre truc qui est important, alors j'ai beaucoup de mal à faire, tu es censé prendre les notes en continu. Ou en tout cas de manière assez régulière, ou pas que tu te mettes à prendre plein de notes à un coup, ça fait bizarre et ils se disent putain, il est en train de me fliquer. C'est bizarre quand la note n'est pas régulière. Donc on essaye de prendre les notes de manière régulière. Très dur à appliquer ça. Alors, ça amène au... À titre personnel, j'aime pas parce que ça crée une barrière entre toi et la personne. Je ne peux quand même pas nier que c'est beaucoup plus efficace après pour les notes. Je me suis fait offrir moi, un carnet électronique où j'écris un stylo et ça scanne directement, ça l'envoie sur mon ordi. Le problème c'est qu'il faut retaper. Mais parfois j'ai la flemme, je leur montre mon écriture dégueulasse et je leur envoie ça comme ça. Donc ça peut être un compromis. Dis-moi. Comment prendre des notes quand tu comprends pas ce que la personne te raconte en face de toi? Si tu ne comprends pas ce que la personne raconte en face de toi, il y a deux possibilités. Soit tu n'es pas la bonne personne pour l'entretien, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait dû avoir un manager et pas toi. Soit la personne est en train de faire une réponse incomplète, ou elle digresse. Donc elle n'est pas sur le contexte, l'action, les résultats. Donc ton travail à toi, ça va être d'approfondir tout en maintenant l'estime de soi de la personne. D'accord? En essayant de la recadrer. Typiquement, si tu prends quelqu'un qui est en train de digresser, tu peux dire ok, je vous interromps parce que le temps il est minuté. Est-ce que vous pouvez finir en 1 minute max ce que vous êtes en train de dire? Tu vois, mais toujours en maintenant l'estime de soi de la personne. Si tu comprends vraiment pas ce qui se passe, c'est que tu n'es pas la bonne personne. Il n'y a pas de miracle. Ouais, parce que moi,
commencent à me parler de Mhm. spécification de leur métier, je suis Bien un sûr. peu. Soit t'es pas la bonne personne, soit t'es débutant. Il n'y a que deux cas de figure. Et il est normal quand tu débutes et que tu recrutes des développeurs, tu imagines que c'est ça dont tu parles. Non, Le même pas? Tu recrutes c'est quoi? la lutte contre le blanchiment. La lutte contre le blanchiment d'argent. du terrorisme. Ok, marrant. C'est Les, des gens. il est normal au début de ne pas comprendre. Mais nous, on s'arrange comment? On met les bonnes personnes devant les bonnes personnes. Moi, les commerciaux, je leur pose jamais des questions sur mon métier commercial. Et pourtant, j'ai un master en commercial. Je sais pas si tout le monde savait. Pouah, les masques tombent. Mais je pose pas de questions sur les commerciaux. Je reste à ma place qui est mon expertise à moi, c'est d'évaluer le culturel. Je sais très bien faire ça et je fais ça. L'expertise de la première personne à la découverte, c'est la drague. Et donc chaque personne fait ce pourquoi elle est en expertise. Je suis d'accord, quand tu es en cabinet, c'est plus compliqué. En cabinet, on te demande d'évaluer des gens. Je sais qu'on te demande d'évaluer des gens où tu n'es pas forcément la bonne personne pour. Mais ça vient aussi avec le temps. Au début, tu comprends rien. Puis à force de voir les gens te répéter des trucs, il y a des grands schémas qui arrivent. Je vais passer aux questions. Alors pas aux questions de vous, aux questions de le thème des questions sur comment écrire des bonnes questions et comment y arriver. C'est pas si évident que ça. Je m'en suis rendu compte en faisant une formation à l'entretien structuré la semaine dernière. Ce que je peux vous dire, c'est que il va falloir vous comprendre tous les niveaux de questions possibles. Question comportementale, je peux demander à quelqu'un, raconte-moi une fois tu as été persévérant. C'est le niveau 0, la question comportementale, parce que je vois où on va en venir. Je peux monter en disant, raconte-moi une fois où dans un projet, tu as été jusqu'au bout, etc., etc. Niveau 1. Et niveau 2, c'est, ce que je vous ai dit tout à l'heure, raconte-moi une fois ton ordinateur il a planté, et un truc qui n'a pas forcément à voir. Donc tu vas essayer de juger ta question avec deux critères, c'est est-ce que la question est claire, on voit ce que j'attends de toi comme réponse, mais est-ce que on ne voit pas où je veux t'amener? C'est mes deux critères qui vont me guider, et après je rôde au fur et à mesure. Donc je pose des questions, il y a des questions où je vois que les gens galèrent. Si tout le monde galère sur la même question, je la change. Et donc il y a aussi une pratique que tu fais au fur et à mesure, et ça vient en faisant. C'est comme, on dit quoi? L'appétit, ouais, c'est comme l'appétit. Non, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Là, j'arrive plus à, je sais plus sur les proverbes. Ouais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu finis par, à force de poser des questions, y arriver. Et si tu n'y arrives pas, essaye de prendre un indicateur précis. Toi, tu prends l'indicateur, typiquement, je vais me dire, ok, comment peut se refléter ce comportement? Sache aussi que tous les critères ne sont pas forcément des bons critères à mettre en entretien parce que tu ne veux pas les évaluer. Typiquement, le charisme, c'est dur d'évaluer le charisme en entretien. Donc tu vas essayer de prendre ton critère, le goût de l'apprentissage, et tu vas essayer de voir dans les incidents critiques, et je répète, le fait d'avoir fait les incidents critiques avant, ça te permet d'être beaucoup plus simple sur les questions. D'ailleurs, je réponds à une question que j'ai répondu de manière implicite, mais que j'ai sautée, qui était à quel moment commence le process de l'entretien structuré? En fait, dès le début. Parce que du coup, la méthode, elle part du besoin et elle finit jusqu'au compte rendu. Mais oui, à part te répondre que ça vient en t'exerçant, j'ai pas beaucoup plus d'astuces que ça. Et colle à la formulation comportementale. C'est-à-dire, raconte-moi une fois où. Au début. Après, tu pourras t'envoler, mais déjà en collant à ça, tu commences à y arriver. Je vais finir sur. Allez. Ah, il reste deux trucs. On a combien de temps, Jennifer? Ouais, je vois l'heure, mais ça combien de temps on a? Un gros quart d'heure? Ok. Je vais essayer de finir sur comment évaluer la personnalité. Comment évaluer la personnalité et surtout la question de comment la personne correspond à nos valeurs. Quelqu'un a parlé de bullshit en parlant de valeurs. C'est marrant, j'ai fait pour un projet que je suis en train de monter là ici, j'ai pris les 40 boîtes actuelles du CAC 40 et j'ai écrit toutes leurs valeurs. Donc j'ai un document où j'ai à chaque fois les valeurs de chaque boîte du CAC 40. J'ai essayé de voir quelles étaient les valeurs qui revenaient le plus. À votre avis, c'est quoi? On va faire ça. À votre avis, c'est quoi les 3 valeurs qui reviennent le plus? Il y en a une qui revient 16 fois, une qui revient 15 fois et une qui revient 10 fois. Non, diversité, non. Bienveillance, pas exactement comme ça. Mais tu touches à quelque chose. Transparence. Alors, transparence au sens d'éthique. Il y a éthique, honnêteté, transparence. Ça, c'est venu 15 fois. Les boîtes adorent dire qu'elles sont honnêtes. À votre avis, le premier, c'était quoi? C'est venu plutôt en quatrième, c'est la quatrième, cinquième. Hein? Pareil, ce que je le mets avec excellence, c'est venu en quatrième, cinquième. Innovation. Innovation, c'est le troisième.
Innovation, ça a venu 10 fois. Innovation, esprit d'entrepreneur, etc., etc. Et le premier? Créativité. Non. Partage. Hein? Partage. Non plus. Ah, alors, le quatrième, c'est esprit d'équipe. 9 fois, il y a esprit d'équipe, il y a cette dimension un peu de partage. Ah, le premier. Non? Langosha? Humain. Non, humain, c'est venu souvent dans le descriptif qui allait avant les valeurs. Il y a beaucoup de boîtes, effectivement, qui écrivent humain, mais elles ne mettent pas ça dans leurs valeurs, elles mettent ça dans le descriptif qui va avant. Le truc qui est revenu le plus, c'est le respect. Les boîtes adorent dire qu'elles sont respectueuses. Après le déclin sur l'environnement, des gens. Pas tout le temps, il y a une boîte qui a fait ça. Je sais plus laquelle fait ça. On ne nomme pas de nom. Il y a une boîte qui dit respect de l'environnement. Mais la plupart des boîtes, elles disent juste respect. Tu vois, comme ça, respect, point. On dirait des rappeurs. Les rappeurs adorent faire respect. Bref, pardon. On coupera ça au montage. J'espère. Non, on coupera pas ça au montage. Donc, en fait, comment déjà analyser tes valeurs? Alors, c'est une autre conférence. On va faire un réveil du recrutement d'ici 3 semaines. Et sur comment on analyse une culture. Quelques astuces que je peux te donner. Tu dois surtout fuir le site de ta boîte. Très souvent, hein. Dans 90% des cas, il faut fuir le site de ta boîte. Non pas parce que les grandes boîtes n'ont pas de valeur, et d'ailleurs c'est marrant parce que il y a des boîtes avec qui je travaille parmi les boîtes que j'ai vues, et je me dis quand je lis le truc, je les reconnais pas. Elles ont des vraies valeurs, il y a des clients chez qui je viens. Chez Carrefour, vous venez chez Carrefour, il y a des vraies valeurs. Il y a une sorte de solidarité, d'esprit d'équipe, vraiment. Il y a ce côté, on est une famille. Mais qui ne ressort pas sur leur site. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, le site est écrit avec des contraintes, plein de contraintes, de l'externe, de j'ai envie de bien paraître, légal. Il y a plein de contraintes qui font que souvent le site il est bullshit. Donc toi, en tant que recruteur, en tant que recruteuse, il faut que tu aies bien conscience de quelles sont les vraies valeurs. Pour avoir conscience de quelles sont les vraies valeurs, petite astuce, une valeur que tu ne peux pas inverser, c'est pas une valeur. Le respect n'est pas une valeur parce que personne ne peut se réclamer de l'irrespect. L'honnêteté n'est pas une valeur parce qu'aucune boîte ne peut écrire « nous sommes malhonnêtes et nous l'assumons ». La valeur, c'est une chose qui te différencie des autres. Nous, comme valeur, on a « il vaut mieux guérir que prévenir ». Donc il vaut mieux s'excuser que demander la permission. Fais des trucs et on verra après. Il est évident que si tu es chirurgien, c'est une mauvaise valeur. Donc une bonne valeur, c'est une valeur qu'on peut inverser, ça reste une valeur. Il n'y a pas de valeur mieux qu'une autre, il n'y a pas de culture mieux qu'une autre. On a comme valeur, nous, la radicalité. Il pourrait avoir comme valeur le consensus. Donc vous voyez, une bonne valeur, c'est une valeur à laquelle je peux trouver un opposé sans que l'opposé soit inférieur. Si l'opposé est inférieur, c'est pas une valeur. C'est pour ça que l'honnêteté, c'est pas une valeur. L'innovation, c'est presque pas une valeur. Personne ne dit, nous, on aime bien stagner et rester dans nos... Même les gens qui stagnent ne disent pas, ils aiment bien stagner. D'ailleurs, je pense qu'il y a une corrélation. Plus une boîte écrit qu'elle est innovante sur un site, et plus c'est une boîte qui stagne. Petite astuce. Quel lien tu fais entre les valeurs de culture de marque employeur et les valeurs du produit? Ah, le produit commercial? Oui, ou d'une marque. Souvent les valeurs que tu as déclinées en tant qu'employeur, elles sont en adéquation avec ton marché. Typiquement, pourquoi on a comme valeur la radicalité? Parce que vu que notre produit est un produit d'enseignement, c'est dur d'enseigner si tu n'as pas une certaine radicalité, si tu ne dis pas les choses très clairement. Quand je dis aux gens, le recrutement n'est pas RH, qui m'a valu beaucoup d'emmerdes, même de la diffamation. Quand je dis ça aux gens, en fait, ce que je pense vraiment, c'est les compétences qu'on demande pour être un bon RH, qui sont de gérer la famille, ne sont pas exactement les mêmes compétences que les compétences qu'on a un recruteur, qui sont de faire venir des gens dans la famille. C'est ça ma vraie pensée, c'est que les compétences sont souvent opposées et qu'il faut faire attention. C'est pas un cadeau qu'on fait aux individus quand on leur dit de tout faire parce qu'en fait ils vont avoir des affinités avec l'un ou l'autre. C'est une phrase très longue. Hein. Le recrutement des PRH, ça marche beaucoup mieux. Donc vous voyez, il y a nos valeurs. On a comme valeur aussi le goût de l'apprentissage, apprendre, toujours apprendre. Pourquoi? Parce que si je veux enseigner à des gens, il faut que j'apprenne derrière. Je suis payé très cher à résumer des livres. Alors c'est gratuit, mais vous êtes venu pour m'entendre résumer un livre. En vrai. Donc si jamais je ne suis pas capable d'apprendre, je ne suis pas capable d'enseigner non plus. Donc les valeurs que tu as, elles sont forcément en rapport avec le métier que tu fais. Comment tu peux aussi les évaluer? Il y a un truc qui marche très bien, c'est que tu demandes aux nouveaux arrivants. Tu demandes à des gens qui viennent d'arriver dans la boîte, elle a quoi de différent par rapport à la boîte où tu étais avant?
Deuxième truc qui marche bien, tu prends les gens qui partent et tu regardes pourquoi ils sont partis. Souvent, les gens partent pour des raisons culturelles. C'est très rare les gens qui partent pour des raisons fonctionnelles. Même quand ils partent pour des raisons métiers, en général, c'est parce que la culture leur a pas permis de s'épanouir dans leur métier. Une fois que tu as identifié ces valeurs-là de l'entreprise, donc c'est compliqué, comment tu évalues celle du candidat et Bah, ça match? comme le reste, c'est-à-dire, alors c'était ta question, c'est bien de revenir, c'était exactement ta question dans le truc. La question c'est comment on évalue la personnalité par rapport à l'adéquation entre la personnalité du candidat et nos valeurs. Très simplement, hein, exactement comme on a vu tout à l'heure, question comportementale. Tu veux évaluer le goût de l'apprentissage. Nous, comme question, on a, raconte-moi une fois où tu as... alors, on va en faire une autre, une question situationnelle. Imagine que demain, tu doives monter une conférence sur l'archéologie. Je prends l'archéologie en me disant que personne ne connaît l'archéologie. Comment tu t'y prendrais? Et je vois comment la personne, elle structure sa pensée, qu'est-ce qu'elle va chercher, comment elle va apprendre. Je peux demander à la personne, raconte-moi le dernier sujet sur lequel tu as radicalement changé d'avis. En fait, une question comportementale bien pensée te permet sans problème d'évaluer les questions de personnalité et questions de valeur, à condition, évidemment, d'avoir des vraies valeurs qui sont vraiment évaluables. Qu'est-ce que je peux prendre comme... Alors, on a comme valeur, nous, dis les choses. On a une valeur qui s'appelle « dis les choses avec ou sans bienveillance ». Mais l'important, c'est de dire le truc. Comment je l'évalue? Bah, je demande aux gens, raconte-moi une fois où tu as dit oui alors que tu pensais non. Ou alors à l'inverse, raconte-moi une fois où tu as dit non alors que tu pensais oui. Puis je vois à quel point la personne, ça l'a mis mal à l'aise, à quel point ça l'a... Moi, quand je dis non alors que je pense oui, ça me rend malade. Donc tu poses une question, pareil, critère. Quel est l'indicateur de ce critère? Il y a un grand mythe qui serait que les critères culturels sont plus compliqués à évaluer que les critères métiers. J'en vois pas une seule miette. Vraiment, c'est exactement pareil à partir du moment où vous les avez définis correctement. Le problème, c'est que la plupart des entreprises ne définissent pas correctement leurs valeurs. Et je le dis avec autant plus d'humilité que c'est notre cas à nous aussi il n'y a pas si longtemps que ça. On a mis 2 ans, nous, à trouver notre culture. On a embauché un consultant qui nous a dit qu'on était fun et décalé. Voilà. C'est ça la conclusion de 3 heures de rendez-vous avec ce mec. On est fun et décalé. Bon, on a jeté le truc. Mais c'est compliqué d'avoir sa culture. Et d'ailleurs, ce qui est un truc qui est marrant, souvent vos concurrents connaissent mieux votre culture que vous. Ils sont capables de dire, nous, on n'est pas comme un tel. Ça peut être bien aussi d'écouter ce que les concurrents disent. Mais il est certain que je ne pourrais pas résoudre ici ta question culturelle. Encore une fois, on va faire un réveil de recrutement sur le sujet. Mais la question culturelle, si tu ne l'as pas résolue, ça va être compliqué ensuite de faire l'entretien en termes de valeur. Mais si c'est bien défini, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne peux pas l'évaluer. Mais qui définit la culture? C'est plutôt par exemple, une start-up, c'est d'abord le fondateur, puis après les salariés. Comment nous, en tant que recruteurs, en tant que... Ah, tu définis pas, tu constates. Hein. Oui. Je ne parle pas de définir une culture, je parle de la constater. Je parle d'observer les gens autour de toi, de regarder ce qui vous... En fait, la culture, c'est quoi? C'est ce qui vous rassemble et ce qui vous différencie des autres. Et surtout, ce qui vous différencie des autres. Typiquement, quand je vois un Anglais, je vois très bien ce qui me rapproche de lui en termes de culture européenne, mais la culture du coup française, bah, c'est justement ce qui me différencie de la culture anglaise, entre autres. Et la culture anglaise, c'est ce qui va le différencier de moi. Donc j'essaie de voir ce qui me différencie. Effectivement, c'est un travail qui est compliqué. Et c'est beaucoup plus simple si ce travail a été fait en amont. C'est pour ça que nous, on l'a fait en amont et que du coup, tous les gens qui recrutent, bah, ils ont un truc très clair. On a un document qui s'appelle les 10 commandements, en toute humilité. Je dit, je suis un dictateur. Les 10 commandements, et dans les 10 commandements, bah, ça décrit, et pas qu'avec des mots. Souvent, le grand défaut que les gens ils ont, c'est qu'ils définissent une valeur en un mot. Il n'y a rien de plus chiant parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc nous, par exemple, dans apprendre, toujours apprendre, il y a un texte, ça dit, voilà, il faut que tu apprennes, il faut que tu ailles sur Google, si tu as une question à poser, va sur Google avant de demander à quelqu'un. On décrit ce que ça veut dire. Parce que pareil, quand tu dis à quelqu'un, dis les choses, tout le monde semble d'accord avec ce commandement. Par contre, quand tu lis ce qu'il y a écrit, c'est-à-dire dis les choses avec ou sans bienveillance, tu peux insulter les gens. Alors, je n'ai pas écrit comme ça, mais c'est basiquement ce que ça dit. C'est autre chose. Ça veut dire que du coup, il va pouvoir entendre ce qui va se passer dans la boîte. Mais tes valeurs, tu les as décidées tout seul ou c'était fait en... On les constate. Tu ne décides pas de valeurs, tu les constates. Donc, on était là, on était au début de la boîte, ça faisait 2 ans que l'entreprise existait. On a appelé le fameux consultant qui nous a dit qu'on était fan et décalé. On s'est posé, on a réfléchi, on a essayé de regarder ce qui nous différenciait les uns des autres. On a brainstormé, on est venu avec un truc et on a regardé si on était d'accord. Tu peux aussi, Assess First a fait un truc récemment, l'année dernière, c'est qu'ils ont juste demandé aux gens. Donc ils ont fait un questionnaire, ils ont demandé aux gens pourquoi vous travaillez ici, qu'est-ce qui vous motive. Ils ont fait une grande synthèse et bam, ils ont eu leur culture. Je finis là sur la culture parce que c'est un autre sujet, mais sur les tests de personnalité et les prises de référence. Je vais prendre la question en global sur les autres manières d'évaluer que l'entretien structuré. Il faut savoir que la méthode d'évaluation la plus fiable, c'est l'échantillon de travail.
C'est demander à quelqu'un et observer quelqu'un dans une situation de travail. Ça peut être demander un mail de prospection à un commercial. Ça peut être plein de choses. L'échantillon de travail est la chose la plus prédictive. En deuxième, vous avez l'entretien structuré. En deuxième ex aequo, vous avez les tests cognitifs. Alors je sais que c'est un truc qu'on ne fait jamais en France, mais un test de QI. Il se trouve que plus les gens sont intelligents et plus ils ont de facilité à remplir des postes. Ensuite, vous avez l'entretien au feeling, qui a 2 fois moins d'efficacité. Et tout derrière, vous avez les prises de référence. Les prises de référence, si l'entretien structuré, c'est 26% de prédictibilité, les références, c'est 7%. C'est pas négligeable, hein, c'est quand même quelque chose. Mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Donc ça répond à ta question, sur la prise de référence. Test de personnalité, j'ai pas de chiffres. Faites juste attention à avoir des tests de personnalité qui soient rigoureux et qui ne tombent pas dans ce que j'appelle l'effet, enfin, c'est pas moi qui appelle ça comme ça, dans l'effet Forer, l'effet Barnum. Est-ce que quelqu'un connaît l'effet Barnum? Allez, on va finir là-dessus. Et puis je ferai une conclusion. Alors, effet Barnum, c'est des scientifiques qui ont essayé de voir si l'astrologie était valide scientifiquement. Spoiler, non. Et en fait, ils ont soumis des étudiants à un test et ils leur ont demandé un texte, pardon, et ils leur ont demandé à quel point ils se sentaient proches du texte qui a été lu. Je vais vous lire le texte. Alors, je vais pas le féminiser, donc c'est moins efficace. Mais vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et savez vous contrôler, mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété, et vous devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant, et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Quand on a demandé aux gens de classer à quel point ça leur convenait, ils ont donné une note de 4,26 en moyenne sur 5. Je l'ai fait à mes étudiants, pareil. J'ai fait à Marion, elle a cru que c'était un vrai test d'astrologie. Je lui ai lui montré que ça n'existait pas l'astrologie, elle m'a dit bah tu vois, ça c'est moi, je suis Capricorne, je sais pas quoi. Ah non, c'est manque de peau. Donc d'ailleurs, c'est un truc très drôle à faire. Prenez vos potes à l'astrologie, faites semblant que vous allez lire leur horoscope et lisez-leur ça. Donc faire très attention dans les tests de personnalité à ce qu'ils soient valides scientifiquement et non pas juste une déclinaison de l'effet Barnum. Alors, pour finir, je regarde s'il y a des questions. Alors j'ai évidemment des questions, il y avait une trentaine de questions, j'en ai sauté. Je vais finir avec comment dire non aux gens. Ça va me permettre de faire un grand résumé du reste. La question de comment dire non aux candidats en face de moi, elle est entièrement réglée normalement par une analyse solide des critères. Vous verrez que j'ai beaucoup répété cette histoire de solidité des critères. Il y a 4 grands critères d'efficacité pour une méthode d'évaluation. D'accord ? Le premier critère, peut-être l'écrire. Premier critère. Premier critère, c'est la validité scientifique. Ça se trouve, toutes les méthodes d'évaluation qui existent ont quasiment toutes été analysées scientifiquement. Donc vous cherchez, regardez à quel point c'est validé ou pas. Spoiler alerte, la graphologie n'est pas validée scientifiquement. Exemple de truc pas validé. Deuxième critère, c'est la constance. Alors c'est plus compliqué à comprendre. Il y a des méthodes qui sont valides scientifiquement, mais qui sont moins constantes. Je prends un exemple très trivial, pardon d'avance pour la trivialité de l'exemple. La prise de température, d'accord ? C'est quelque chose qui est, par un thermomètre, elle est valide scientifiquement. On peut prendre la température avec un thermomètre, d'accord ? Il se trouve que quand vous prenez la température sous les aisselles, la constance, elle est moins grande que quand vous la prenez de voie rectale. C'est pour ça que beaucoup de gens prennent la température par voie rectale. Faut couper ça au montage. Pourquoi je raconte ça sur scène, moi ? Mais c'est vrai, il se trouve que l'écart type est moins grand. Donc on reste sur deux méthodes qui sont autant valides scientifiquement, mais qui ont moins d'écart type. Si je prends un exemple moins trivial et que je prends les profs, au bac, en fait, ils harmonisent les notes.
Pourquoi ils harmonisent les notes? Comment ils font? Ils demandent à la personne quelle est la moyenne de ton tas de copies. Ils regardent toutes les moyennes et les copies qui ont les tas de copies qui ont une moyenne qui est supérieure ou inférieure de plus de 1 point, on recorrige. Parce qu'on harmonise. Donc ça, l'idée, c'est d'arriver, de se rendre compte qu'une méthode, elle peut être inconstante. Typiquement, le test, on va voir si vous avez compris. Un test de cognitif, donc un test de QI, c'est aussi valide qu'un entretien structuré, d'accord? C'est 26% dans les deux cas. Donc les deux ont la même validité. Mais à votre avis, quelle est la méthode qui est la plus constante? Raté. Test de QI. Parce qu'en fait, un test de QI, c'est une question, tu réponds, point. Il y a moins d'inconstances liées à l'humeur de l'intervieweur, à est-ce qu'il a compris la méthode, à l'humeur de la personne, est-ce qu'elle était stressée, parce que le stress c'est une variable parasite, on n'a pas développé là-dessus, mais une des raisons pour lesquelles vous devez diminuer le stress, c'est que le stress c'est une variable parasite. Dis-moi. Ouais, mais au même titre, tu disais que tu peux laisser se préparer quelqu'un à qui tu fais faire un test de QI quand tu es juste à côté de lui, il aura le même stress que si tu lui poses une question à laquelle il doit répondre au tac au tac que si tu lui donnes du temps. Certes, il n'empêche que le test de QI est plus constant, il a moins d'écart types. Quand tu regardes les écarts types, il a moins d'écart types parce qu'en fait, il est plus rigoureux, une machine peut le faire. Et tu as moins besoin d'un humain qui interagit. De manière générale, plus il y a un humain qui doit comprendre quelque chose, et plus c'est inconstant. Pareil, plus tu vas impliquer de gens différents, et plus c'est inconstant. Attention, je ne dis pas que c'est moins valide, c'est important. Les deux ont la même validité, mais pas la même constance d'analyse. D'ailleurs, c'est souvent ce que les gens ne comprennent pas dans les sondages. On vous donne un chiffre, mais on vous donne à chaque fois, si vous lisez les petits caractères, on vous donne la constance de la mesure. On vous dit, le chiffre, le sondage, il est valable à plus ou moins 2%. Les gens disent que les sondages n'ont pas prévu Trump, c'est pas vrai. Les sondages ont prévu que Trump ferait 45% à plus ou moins 2%. Il a fait 46%. Voilà. En fait, vous avez un écart type, un écart d'erreur. Bref. Troisième critère, c'est la solidité. Et le quatrième critère, je vais expliquer le troisième, c'est l'expérience candidat. Mais je commence par l'expérience candidat. Donc, expérience candidat, il y a des méthodes qui sont valides, qui sont constantes, mais qui sont déplorables en termes d'expérience candidat. Typiquement, alors là, je parle à titre personnel, je déteste l'entretien collectif. Je trouve ça très très humiliant comme procédé de faire. Tu es là et on ne sait pas trop, et il y a tout le monde en même temps. Alors collectif, je parle avec plein de candidats, hein, pas avec plein d'intervieweurs. Hein? Qu'est-ce qui est contestable? Évidemment, parce que ça peut, on en parlait avec quelqu'un la dernière fois qui disait, eux, ils avaient 3 recruteurs, et au début, c'était en mode jury. C'était avec une table et une table. Ça a un côté, voilà, expérience candidat, ça peut être compliqué. Il est évident. Et le dernier, enfin le troisième critère, c'est la solidité. Qu'est-ce que j'entends par la solidité? C'est la solidité face à deux choses, face au litige et face à la loi. Premièrement, face à la loi, il faut une méthode d'évaluation qui respecte entre autres les critères de ne pas tomber dans les critères de discrimination. La discrimination illégale. Et la solidité, c'est quoi? C'est être capable d'expliquer à la personne pourquoi elle n'a pas été retenue. Et en fait, avec l'entretien structuré, c'est hyper solide. Parce que vous êtes capable de lui dire, il y avait tel critère, tel critère, tel critère, tu as eu telle note. Après, c'est à vous de décider à quel point vous descendez dans le détail. Hein. Ça se sent, des fois, il y a des gens. Mais vous êtes capable, en tout cas, de dire à la personne pourquoi. D'ailleurs, si vous prenez un procès, ce qui peut arriver, vous serez capable de dire au jugement, au prud'homme, voilà, on a évalué ça. Pas parce que c'était, il avait telle taille, pas parce qu'il avait telle. Voilà, il y avait telle chose, c'était solide. Après, on est humain et on peut se rater dans l'évaluation, mais en tout cas, les critères, eux, étaient définis de manière très solide. Et quand vous faites un retour à un candidat et une candidate, beaucoup plus simple derrière. Et même vous, c'est beaucoup plus clair quand vous faites vos retours entre managers, c'est plus « ah, je le sens pas », c'est « il y a tel truc qui ne va pas ». En résumé, l'entretien structuré, c'est une méthode qui peut être très longue à mettre en place si vous mettez tout en place. Si vous vous contentez de 1. Incident critique avec les managers, 2. S'arranger pour que chaque question mesure un critère. Déjà, rien que ça. Vous avez déjà fait un grand pas et ça peut se faire très vite. Nous, on l'a mis en place en moins d'1 mois. Ça peut aller très très vite. Le reste, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais je pense que voilà, ça peut être déployé très rapidement à condition de réussir à convaincre les gens de l'efficacité. C'est un autre sujet. D'ailleurs, on va faire une conférence ici que je vais appeler c'est pas une conférence, on va faire des cours ouverts au public. J'ai décidé que maintenant les cours, il y en aurait un par semaine pour étudiants qui sera ouvert au public avec des places limitées. Et il y aura un cours, ce sera le guide d'autodéfense du recruteur. Comment je m'affirme en tant que recruteur et comment je montre mon expertise. Et je vais finir cette phrase. Merci de m'avoir écouté. Et normalement, il n'y a plus de questions. On a fait toutes les questions, sauf s'il y a vraiment une dernière question, Ego. Par rapport au fait que tu notes par exemple de 1 à 5 chaque critère, est-ce qu'au final, il n'y a pas une tendance à la fin à faire une
t'es clairement supposé faire une moyenne, en tout cas sur les critères. Mais on va revenir au dilemme que j'avais dit au début, qui était est-ce que ça a des critères seuil ou pas. Prenons un recrutement, je me dis, allez, je mets n'importe quoi comme critère. Disons équipe, disons, je sais pas, émotion, disons anti-vente. Voilà. Est-ce qu'un commercial il est capable de jouer en équipe? Est-ce qu'il peut faire passer une émotion? Est-ce qu'il est capable de dire non à un client? Je prends plusieurs personnes. Je prends Agathe. Je prends un prénom en B pas trop démodé. Quoi? Un peu démodé, Bruno. J'ai rien contre les Bruno, je tiens à le dire devant la caméra. Bruno, Camille, Dorothée. C'est bien Dorothée. Imaginons que Agathe, elle fasse 3 ici, 5 ici, 5 ici. Alors je calcule pas la moyenne parce que j'arrive pas à le faire de tête. Bruno, il fait 4 ici, il fait 4 ici, et il fait 3 ici. Camille, disons qu'elle fait 2, 1, et après elle fait 5, 5, et lui, il fait 1, 5, 5. OK? Il se trouve qu'en fait, croyez-moi sans parole, vous refaites les calculs, il me semble que ce résultat-là, c'est le plus bas, OK, en moyenne, avec celui-là. Celui-là, en tout cas, il est évident que celui-ci est le plus haut des résultats. C'est clair pour tout le monde. Maintenant, admettons que parmi mes critères, je dise… Alors, si jamais je dis qu'aucun des critères n'est seuil, c'est Agathe qui est recrutée. Maintenant, je dis, en fait, l'esprit d'équipe pour un commercial, je ne sais pas l'enseigner aux gens. Et comme je ne sais pas l'enseigner aux gens, je vais en faire un critère seuil. Je ne vais accepter que les gens qui ont moins 4 sur 5 à ce critère. Bah, du coup, c'est forcément Bruno. Le débat est fini. Et donc, peu importe sa moyenne, c'est forcément Bruno. Donc, en fait, dans ton analyse, tous les critères ne se valent pas. À toi de voir si tu hiérarchises. Tu peux même rentrer dans des trucs plus compliqués que je ne conseille pas parce que c'est assez au feeling, mais avec des coefficients. C'est vraiment des critères où vraiment tu te dis que c'est plus important. Tu peux mettre un coefficient. Je te conseille quand même de mettre un seuil plutôt qu'un coefficient. Tu mets un seuil et comme ça, bam. C'est très clair comme ça. Ça met très clair. C'est à quel moment je mets 3, à quel moment je mets 4. Pareil, ça va revenir à ton échelle de notation. Donc échelle de notation, soit tu laisses les gens faire à leur feeling, mais en expliquant comment ils ont fait. Soit tu dis, ok, la question, si je prends le savoir gérer son temps. Il y a une question que je pose sur comment gérer son temps dans un environnement chaotique. Le 1 sur 5, c'est elle ne sait pas gérer son temps, elle est prisonnière par les… Que se passe-t-il à côté de nous? Elle est prisonnière par le flux et elle ne priorise pas. C'est son niveau 1. Le niveau 5, ça va être, elle a tellement conscience de priorité qu'en permanence de sa journée, elle se fait des plages de non-focus. Elle est capable de dire, voilà. Et je décris en fait chaque comportement de manière générique, si tu veux éviter. Ça, et tu l'écris à l'avance. Nous, on l'a résolu d'une autre manière, c'est qu'en fait, vu que c'est toujours la même personne qui fait l'entretien, en fait, Marion, elle fait tous les fonctionnels. Donc en fait, c'est la note de Marion, c'est toujours la note de Marion, elle n'a pas besoin de coordination. Bon, c'est une triche, quand vous avez une grosse boîte, c'est plus compliqué. Moi, ma note culturelle, c'est toujours la même, c'est toujours moi qui le fais. Donc on a contourné le problème comme ça. Cool, ce sera la dernière question. Pour le reste, venez me voir en live et bon retour à tout le monde.